désire plaire à tout prix, mais je ne reçois rien en retour. Comment changer cela? Certaines personnes désirent plaire à tout prix. Elles se mettent en quatre pour que les autres les apprécient. Elles vont tout faire pour que la personne en face puisse lui dire merci et elles se sentent valorisées par ce fait-là. Elles vont même aller très loin dans ce désir, ce qui les amène à éventuellement gommer complètement leur personnalité afin de recevoir ces marques de considération qu'elles considèrent comme étant très importantes dans leur vie. Je prends l'exemple d'Agnès, qui est une femme qui, constamment, dès qu'il y a quelque chose à organiser, le fait, se propose pour le faire et se met en quatre afin que tout puisse être parfait au niveau de l'organisation, qui va aller chercher les personnes pour les accueillir au train, puis les amener à la réception qu'elle a organisée, faire en sorte que tout soit absolument parfait, et y arrive du reste parfaitement bien, parce que ça fait des années qu'elle organise et qu'elle demande même à organiser et qu'elle se réjouit d'organiser tous les événements, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi tous les anniversaires de ses amis. Elle passe des journées entières, des soirées entières à organiser pour les autres et y parvient très bien. Mais, me dit-elle, j'ai toujours un peu un sentiment d'amertume parce que, quelque part, je reçois très peu de remerciements. Au début, les gens me remerciaient, mais maintenant, ils ont presque pris l'habitude que j'organise tout cela, que ce soit moi qui sois responsable. On me dit du reste directement, on ne me dit plus « est-ce que tu pourrais organiser ?» On me dit « Agnès, vu que tu sais très bien faire, est-ce que tu peux t'en occuper ?» Et des amis proches d'elle lui demandent comme cela, sans même avec des s'il te plaît ou quoi, c'est normal que ce soit Agnès qui organise. Mais, comme je disais, elle ressent constamment un sentiment de frustration parce que, s'étant pliée en quatre, elle désire bien entendu être remerciée, désire qu'on l'encense, mais petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, elle se rend compte, bien oui, que pour les gens qui l'entourent, finalement, sa façon, son attitude, eh bien, est tout à fait naturelle et que donc, finalement, ça lui fait plaisir et que, puisque ça lui fait plaisir, les gens ne vont pas forcément la remercier du fond du cœur. Et je lui demande de savoir ce qu'elle fait de cette frustration. Elle me dit, rien, puisque de toute façon, moi j'aime ça. Et quand je lui pose la question en lui disant, mais pourquoi tu aimes cela? Il me dit, parce que ça me valorise, parce que je me sens utile, parce que quelque part, je sais bien le faire, et donc pourquoi pas en faire profiter les autres. Mais en poussant un peu le questionnement, je lui demande de savoir qu'est-ce qu'elle attend de cela. Parce que forcément, si elle se met en quatre pour les autres, c'est que quelque part, elle en attend quelque chose. Elle me dit, j'en attends des remerciements. C'est le moins qu'on puisse faire, c'est de me remercier d'avoir passé du temps, de l'énergie à ce qu'une fête soit bien organisée, par exemple. Et quand je lui pose la question, en disant, mais quand tu as envie de recevoir des remerciements, ce qui est absolument humain, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Est-ce que tu n'as pas l'impression, peut-être, de vouloir être valorisé par les autres? Elle me répond que oui, honnêtement, elle aimerait bien que de temps en temps, les gens la valorisent et donc qu'ils l'apprécient à ce qu'elle est. Et donc qu'ils l'apprécient pour qui elle est. Mais qui es-tu, Agnès? Je suis une personne qui a beaucoup de qualités, qui est serviable, qui rend service aux autres de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes être bien et donc être heureux. Elle se rend compte en me disant ça que finalement son discours n'est pas très logique parce qu'elle désire que les autres soient bien,
mais elle attend elle-même ces remerciements, cette valorisation. En fait, ce qu'elle attend, c'est d'être aimée. On retrouve typiquement chez l'abandonnique cette façon d'agir. Je vais tout faire pour que les autres puissent m'aimer, donc je vais organiser, je vais évidemment me mettre à tout faire pour qu'ils puissent m'aimer, et ils reçoivent très souvent pas du tout ce qu'ils attendent, c'est-à-dire en tout cas pas d'être aimés à leur juste valeur. Cela est assez compréhensible puisque, souvenons-nous que chez un abandonnique, vu qu'il ne s'aime pas, il va toujours chercher chez les autres cet amour qu'il n'est pas capable de se donner à lui-même. Et donc, cela amène beaucoup de personnes à tout faire pour que les autres puissent les apprécier. Et bizarrement, ils ne reçoivent pas cela en retour, ce qui les frustre. Mais bien entendu qu'ils ne vont rien faire de cette frustration puisqu'ils sont dominés par leur mental et surtout par cette grande peur d'être abandonnés, délaissés, mis de côté. Prenons un autre exemple, c'est celui de John, qui est un banquier de 45 ans, qui travaille énormément, qui a gravi tous les échelons de sa banque en partant du plus bas niveau, qui est maintenant un des grands directeurs de cette banque et qui est fort apprécié par tous ses collègues, par tous ses subordonnés, parce qu'il passe énormément de temps à s'occuper justement d'eux. Il est au courant de toutes leurs histoires, ces personnes viennent se confier à lui, il passe des heures à recueillir leurs confidences, leurs problèmes personnels, professionnels, et il réussit très bien dans son travail, même si cela a un poids évidemment important dans sa famille, qui lui reproche de ne pas être assez souvent à la maison, que ce soit sa femme ou ses 2 enfants. John fait son travail de façon excellente, me dit-il, mais il ne comprend pas pourquoi il a eu un infarctus à l'âge de 45 ans, alors qu'il est jeune, qu'il pratique du sport aussi de temps en temps, et donc il vient pour me demander conseil et de savoir ce que finalement il fait faux dans sa vie. Preuve en est qu'il a fait cet infarctus de façon très jeune. John m'explique que depuis toujours, il a été à l'écoute des autres de façon à les aider à avancer, alors que lui-même était relativement seul pendant toute son enfance et que personne ne l'a poussé. C'est parce que personne ne l'a poussé en avant, notamment ses parents, qu'il s'est dit qu'il fallait absolument accompagner les gens et avec le taux de réussite qu'il a, il en est très fier. Il y a un seul problème, c'est qu'il y a un de ses directeurs avec lequel il n'arrive pas à se lier. Il a pourtant tout fait, tout essayé, même a été déjeuner avec ce directeur de façon à devenir amis, ou en tout cas d'excellents collaborateurs, de façon à ce que ce directeur puisse se confier à lui confier ses problèmes. Et chaque fois, il s'est retrouvé devant un mur. Chaque fois, il se retrouve devant quelqu'un qui est distant, qui ne se confie pas, ce qui touche énormément John. Il me dit que ça, c'est l'échec un peu de sa carrière actuellement et que cette personne, finalement, ne mériterait pas son attention. Mais on le sent tendu dès qu'il parle de ce directeur, on le sent excessivement touché par le fait qu'il ne parvient pas à lier un lien correct avec ce directeur, alors que, me dit-il, j'ai tout fait pour qu'il progresse dans son ascension dans la banque, mais rien n'y fait. Je ne reçois pas en retour ce que j'en attends. Je lui dis, mais qu'en attendez-vous? J'attends qu'il soit reconnaissant, qu'il me trouve aimable, qu'il me trouve sympathique à son égard, et j'ai été le plus loin possible, mais là maintenant, c'est fini. Et j'ai décidé que puisqu'il n'était pas capable de m'apprécier, alors j'allais être excessivement dur avec lui. Et depuis quelques 6 mois, en fait, il communique de façon assez claire
à ce directeur qu'il ne l'apprécie pas et fait en sorte que la relation devienne tendue, compliquée avec lui. On est typique devant quelqu'un qui fait tout pour qu'on l'aime, qui fait absolument tout, quitte à passer des heures entières à écouter des collaborateurs afin de les aider à ce qu'ils trouvent un mieux-être, et qui, en face de quelqu'un comme le directeur qu'il a, eh bien, perdent complètement leurs moyens parce qu'ils ne reçoivent pas les marques de respect qu'ils en attendent. Et là, réaction, de nouveau, par rapport à l'attitude de l'autre, eh bien, on va passer de la personne qui est ouverte, qui est sympathique, qui est dans l'aide, à exactement le contraire. C'est une autre façon de fonctionner par rapport à l'autre, mais cette fois-ci en réaction. Donc, John comprend assez rapidement qu'il est soit en action pour les autres, soit, dans le cas de son directeur, en réaction par rapport à lui. Est-il pour autant centré? Non, absolument pas, puisqu'il ne fait que fonctionner par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il en attend des autres? Eh bien, il en attend quoi? De l'amour, des marques d'affection. Il attend d'être apprécié, d'être aimé. Mais est-ce que John est lui-même en train de s'apporter de l'amour, de l'affection? Absolument pas. On est en face typiquement d'un abandonnique qui va de nouveau chercher chez les autres le fait qu'il puisse être aimé parce que lui-même ne s'aime pas, étant porteur de cette fameuse phrase « je ne suis pas aimable », puisque dans son enfance, il n'a pas été accompagné, me dit-il par la suite, par sa mère ni son père, qui l'ont laissé un peu libre à lui-même et livré à lui-même. Donc il a évidemment construit son mental, qu'il a coupé complètement de ses émotions, et qui, bien entendu, le fait vivre dans la peur de ne pas être aimé par les autres, et donc d'être rejeté par les autres. Jusqu'à présent, il a parfaitement bien géré sa vie, puisque, en tout cas au niveau professionnel, eh bien, il a réussi, gravi les échelons, est vraiment un échelon très élevé de la banque, mais par contre se trouve en face d'un échec de ne pas pouvoir être aimé par ce fameux directeur. Donc, il adopte l'autre attitude de l'abandonnique qui va tout faire pour être rejeté, en disant au moins, il y aura une explication claire, nette et précise au fait qu'avec cette personne, eh bien, je ne vais pas être aimé, donc de toute façon rejeté. Donc je vais la rejeter avant que cette personne me rejette complètement et totalement. On est dans le paradoxe absolu de l'abandonnique. Je fais tout pour être aimé. Par contre, si je me rends compte que je n'y parviens pas, alors je vais tout faire pour hâter l'abandon. De toute façon, est-ce que John est bien? Est-ce que John est détendu? Est-ce que John n'est pas stressé? Il m'avoue qu'il est excessivement stressé, qu'il est constamment en éveil, qu'il est constamment en train d'être sur ses gardes, et que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a eu un infarctus il y a quelques mois. Ce qui est important, c'est que John commence à comprendre que les tensions liées au fait de vouloir absolument être aimé et de se mettre en cadre pour tout le monde, eh bien, amènent son corps, qui est son meilleur ami, à un moment donné, comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, à le faire devoir arrêter de travailler pendant un certain temps à cause de cet infarctus dont il a souffert. Ceci étant dit, ayant fait le lien entre son infarctus et les tensions qu'il a en lui, bien évidemment, on est bien compte que ça va l'aider, ça veut dire d'essayer de défaire ces tensions, de sorte qu'il soit beaucoup plus détendu. Si l'on a bien compris ce qu'on vient d'exposer, on a John qui est tendu parce qu'il fait tout pour être aimé. Ça marche jusqu'à présent la majorité des gens, sauf avec son directeur, ce qui crée d'autres tensions. Et donc, ces tensions proviennent d'où? On le sait, de son mental. Son mental qui, d'une part, le met dans les peurs, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, et qui, d'autre part, bien entendu, vient bloquer les émotions qu'il ressent.
je pose la question à John, je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce directeur? Et alors là, c'est la réponse typique de la personne qui est coupée de ses émotions. Il me dit, oui, je pense que, et on part sur toutes les pensées qu'il a par rapport à ce directeur, qui sont liées à des frustrations, mais il ne découvre pas par lui-même qu'il y a une frustration et donc une colère quelque part derrière, et peut-être aussi une tristesse. Sans l'accompagnant, en reposant les questions, en disant, je ne vous demande pas ce que vous pensez, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous ressentez, et là, je vous demande de choisir entre 3 grandes émotions, la famille des joies, la famille des tristesses, la famille des colères, qu'au bout d'un moment, John va me dire qu'il est excessivement frustré de ne pas être apprécié par ce directeur. Et il admet aussi que le fait de se mettre constamment à disposition des autres le frustre aussi parce que quelque part, eh bien, cela a un impact sur sa vie familiale où là, il a des reproches excessivement clairs, nets et précis de la part de sa femme et de ses 2 enfants. Et que donc, quelque part, eh bien, il est frustré. C'est déjà une énorme chose que John reconnaisse qu'il est frustré. Maintenant, que fait-il ou qu'a-t-il fait de cette frustration? Bien entendu, vous connaissez la réponse, rien. Il a bloqué cette frustration avec son mental de façon à pouvoir toujours avoir l'air d'une personne amène qui est toujours en ouverture aux autres. Donc, souriant, jouant à la personne très détendue, très à l'aise et excessivement libéré de toute tension. Ce qui est un jeu. Et ce jeu, bien entendu, crée aussi des tensions. Donc, à partir de ce moment-là, ayant accepté qu'il y avait la frustration, eh bien, il a fallu que John mette en application le 2e pilier de la méthodologie, c'est-à-dire de ressentir et d'exprimer ses émotions de frustration notamment. Ce n'est pas fait en un jour, puisque ça faisait 44 ans, grosso modo, que John est dominé par son mental. Il a fallu donc évidemment passer par le 1er pilier, éteindre le mental, revenir dans le moment présent pour ressentir ses frustrations. Il a été excessivement surpris de voir que ces frustrations étaient excessivement importantes, que ce n'était pas simplement une petite colère, non, c'était vraiment quelque chose de très important. Et en faisant ces exercices d'expression, je le répète, seul, pour lui-même, pour se faire à lui-même du bien, pour s'apporter de la détente, eh bien qu'il s'est rendu compte que petit à petit, il n'avait plus forcément cette envie d'être constamment à disposition des uns et des autres. Ce qui lui a permis de, je dis, remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire lui-même, John, au centre de sa vie, et d'arrêter d'être tout le temps en train de quémander, de chercher des preuves d'amour dans son environnement proche ou professionnel. Ça lui a évidemment permis, eh bien, d'une part, de se détendre, de se sentir mieux dans sa vie et de lâcher ces peurs constantes qui étaient en lui, de peur d'être rejeté, peur d'être mis de côté. Agnès, dont on a parlé, a pu faire ce même travail. Elle a réussi à, non pas arrêter d'organiser pour les autres, mais d'une part d'arrêter de chercher à ce qu'on la remercie, mais par contre, à commencer à sélectionner les événements qu'elle voulait organiser et ne pas tout organiser pour absolument plaire à tout le monde. Elle a choisi les personnes qu'elle voulait éventuellement aider pour organiser une fête, tout en leur disant « je suis prête à vous aider, mais je vais arrêter de tout organiser ». Et donc, elle s'est beaucoup plus respectée. Et que ce soit John ou que ce soit Agnès, se sont retrouvés finalement à être beaucoup plus respectés. Ce qui les a beaucoup étonnés, l'un comme l'autre, en disant « mais avant, je cherchais tout pour qu'on puisse m'aimer, qu'on puisse me trouver génial, extraordinaire, et finalement, en faisant 4 fois moins, mais d'une façon bien sélectionnée et en étant en train de me respecter, je me rends compte que je reçois bien plus finalement de compliments et de remerciements qu'avant. » Mais oui, ça c'est tout le travail que peut faire un abandonnique ou une personne qui se met constamment à disposition des autres, se recentrer, choisir par lui-même, pour lui-même, ce qu'il a envie de faire, ce qui veut dire qu'ils continueront à rendre des services, mais que ça ne sera jamais plus comme avant. C'est-à-dire, je donne et je donne et je donne, et je ne reçois rien en retour,
je ne reçois rien en retour. Pourquoi? Parce que simplement, en faisant cela, je ne me respectais pas. Donc, en s'apportant un peu d'amour, si le mot vous choque, de respect, eh bien, on se rend compte que la personne abandonnique va, d'une part, arrêter d'être constamment en quémandage d'amour de la part des autres, mais elle va en recevoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en s'ouvrant à elle-même, parce que l'amour est ouverture, eh bien, à ce moment-là, elle va être en ouverture avec l'autre, mais constamment dans le respect d'elle-même. C'est comme ça qu'on peut guérir de l'abandonnique, d'une part, mais qu'on peut passer surtout d'une personne qui fait tout et plus que tout pour les autres, à simplement une personne qui va rendre des services quand elle en a envie, avec ses disponibilités, en tenant compte de ses disponibilités. C'est un beau chemin que Agnès et John ont fait et que chaque abandonnique peut faire. Souvenons-nous de cela. À partir du moment où on se donne à soi-même de l'amour, on a un instrument qui peut nous aider à le faire, c'est la méthode Hodge, avec ses 3 piliers. À partir du moment où on se donne cet amour, bien entendu, qu'on se sent d'une part bien mieux dans sa peau, c'est une belle expression, et se sentant mieux dans sa peau, eh bien, on n'est plus en train de demander aux autres de nous aimer à tout prix.